Bon, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes nombreux et courageux à venir à 10 heures, venir écouter un mec vous parler d'Haskell en tapant du code. J'espère que vous avez bien pris votre café. Pour moi, la nuit était courte. On verra ce que ça donne. Donc, je vais vous parler pendant 50 minutes, faire une introduction à un langage qui est un peu particulier, que vous avez peut-être vu passer sur Twitter souvent. C'est souvent l'objet de tweets rageux de personnes. Soit très fan, soit très contre. C'est bien ici, ouais. Et donc là, c'est une introduction, donc ça sera entièrement pour débutants, ce qui rend l'exercice encore plus périlleux, parce qu'on n'a que 50 minutes. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Et on va y aller. C'est bon? Donc je m'appelle Frédéric Menou, je suis directeur technique dans une start-up qui fait du B2B. Je ne vais pas m'étaler là-dedans, c'est pas forcément très intéressant. Avant ça, j'étais CTO chez Captain Train et j'ai jamais fait du Haskell professionnellement, donc ça ne sera pas un retour d'expérience. Prenez ça comme un acte passionné. J'ai pas de slide d'introduction, je vais quand même rapidement remercier le DevFest et tous ses sponsors d'organiser l'événement et de m'accueillir. Toujours un plaisir de venir à Nantes. Et merci à eux de vous payer le café aussi, parce que vous en aurez besoin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'Haskell. Haskell, c'est quoi? C'est un langage fonctionnel. Donc on va parler de fonctions, essentiellement, pour commencer en tout cas. Donc pour vous chauffer un petit peu, voici le principe. Je vais passer mon temps à alterner entre des bouts de code que vous voyez ici et un terminal, un REPL en fait, sur lequel on va pouvoir un peu bidouiller et puis montrer un peu plus en détail ce que ça donne. Donc ceci est du code Haskell qui tourne sur ma machine. Donc si vous êtes complètement innocent de la syntaxe, voici quelques exemples assez bateaux qui devraient peut-être un petit peu vous rassurer. On va pas commencer par les signes cabalistiques compliqués, on va commencer par les choses simples. Vous remarquerez déjà une chose, c'est que c'est une syntaxe qui est, en tout cas sur ces exemples-là, assez basique et qui est assez proche de ce qu'on peut trouver dans du bash ou des choses comme ça. Donc ici, pas de parenthèse, pas de point-virgule, pas d'accolade dans tous les sens, c'est juste du code avec des mots séparés par des espaces. Et il suffit en fait de peu de choses pour écrire une fonction à Haskell. Donc voici par exemple un exemple de fonction très simple, c'est une fonction qui va calculer le carré d'une valeur numérique. Donc comment ça marche? Si vous voulez vous en servir, vous allez appeler square sur la valeur qui vous intéresse, donc par exemple 4. Voilà, donc des choses assez simples pour l'instant, rassurez-vous, ça va être un peu plus poilu après. Vous avez sans doute l'habitude, je pense maintenant, parce que le Java 1.4 est mort depuis quelques années quand même, donc on va dire que c'est plutôt un problème pour la plupart d'entre vous. Vous avez l'habitude de mapper des fonctions sur une collection d'objets, ou d'items en général, rassurez-moi. Donc comment faire ça en Haskell? En Haskell, on le fait de cette façon-là. Donc vous avez ici un exemple, vous avez une liste avec trois éléments, 1, 2 et 3. Et la syntaxe, c'est que vous allez appeler une fonction map avec en argument la fonction que vous allez appeler sur la collection, sur chacun des items de la collection, et vous l'appelez sur la collection en question. Donc à la différence de la plupart des langages où l'appel de fonction va se faire de façon soit contextualisée, donc en postfixe sur la fonction, donc pour du Ruby par exemple, ça fera quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que le chapeau existe en Ruby, mais vous avez des exemples équivalents en JavaScript évidemment, etc. etc. Donc ici l'ordre est inversé, donc ça peut paraître un peu choquant au début, mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Et comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que tout ce qu'on va faire en Haskell, c'est appeler des fonctions. On n'a pas d'opérateur magique pour appeler les fonctions sur un objet. On va passer une fonction, et si on a besoin de lui passer l'objet, on lui passe l'objet. Donc là en l'occurrence, la fonction map, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner, comment elle est définie? Ah ouais. Comment elle est définie? Elle est définie comme ceci. Donc c'est une fonction. Voilà, ça commence à piquer un peu. Hein. Donc là, c'est une fonction. Pourquoi c'est une fonction? Parce que vous voyez qu'il y a des flèches en fait à un endroit. Donc si vous avez une flèche, vous avez une fonction. Donc ici, c'est une fonction qui prend une autre fonction et qui prend une collection d'items et qui vous renvoie une collection d'items. Donc ceci est la signature de la fonction map, c'est une fonction polymorphique
paramétrée, donc vous avez deux types paramétriques, A et B, et votre fonction map va s'appliquer sur une collection d'items de A et produire une collection d'items de B. Okay, en appliquant une fonction qui va prendre un A et transformer en B. Voilà. Donc là-dessus, rien de bien folklorique. On verra qu'il y a des exemples qui piquent un peu plus. Mais voici à peu près pour le principe général. Vous avez quelques artefacts de syntaxe un petit peu sympas que vous trouvez par exemple en Ruby ou d'autres langages, qui vous font des raccourcis sur les listes parce que c'est généralement l'objet qu'on manipule le plus en Haskell. À tort ou à raison en tout cas, mais c'est comme ça. Donc forcément la syntaxe a suivi, mais c'était assez anecdotique. Donc je vous parlais de signature de fonction. Là où la plupart des langages vont vous grouper les arguments et vous produire un résultat, ici il n'y a pas de groupage explicite des arguments versus le résultat. Vous prenez un argument, vous prenez un autre argument, vous prenez un troisième argument, vous produisez un résultat. Okay, donc ici, comment ça se lit? Vous avez une fonction qui prend 3 arguments et qui vous renvoie un résultat de type 4. Vous pouvez avoir une fonction qui ne prend pas d'argument, donc ce sera une fonction qui est indépendante des paramètres d'entrée. Et comme en Haskell, les fonctions sont pures, elles n'ont pas d'effet de bord, elles ne peuvent pas lire ailleurs autre chose que les arguments, vous avez une fonction qui est constante. Et votre expression ici est équivalente à une constante dans la plupart des langages. Donc vous avez gratuitement des constantes avec une syntaxe qui est exactement la même que vous savez sur une fonction, que vous savez sur une fonction sans argument. Une fonction sans argument est constante. Si vous prenez une fonction avec un seul argument, par exemple incrémente, elle va s'appliquer à un argument, en l'occurrence un entier ici, et vous produire un résultat de type entier. Quand vous ajoutez un entier, quand vous incrémentez un entier, vous produisez un autre entier. Un aspect sympa de cette syntaxe qui peut dérouter au premier abord, c'est que comme vous ne séparez pas les arguments du type de résultat, il est quelque part impossible de savoir si votre fonction prend n arguments et retourne un résultat, ou si elle en prend n-1 et retourne 2 résultats. Je m'explique. Ici, vous avez une fonction qui s'applique sur type 1, puis type 2, puis type 3, et renvoie un type 4. Et vous êtes libre en fait, de grouper et mettre des parenthèses sur ce résultat-là, et vous produisez une fonction qui prend un argument, qui prend 2 arguments, un argument de type 1, un argument de type 2, et produit une fonction qui renvoie d'un type 3 à un type 4. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut paraître un peu... Là, ça commence à piquer, je sais. Donc en fait, c'est l'application partielle, c'est une notion que vous connaissez si vous avez déjà vu de la clarification quelque part. C'est pas grand-chose de très surprenant, mais c'est complètement, comment dire, c'est complètement gratuit avec la syntaxe. Et c'est comme si vous gommiez en fait les arguments surnuméraires et vous produisez une fonction partielle. Donc prenons un exemple. Prenez la fonction add. Add s'applique à 2 arguments A et B et va faire l'addition de A et B. Okay. Qu'est-ce qui se passe en fait, si on fait add de 1? Add de 1, ça ne va pas s'évaluer parce qu'il nous manque un argument. Pour autant, ce n'est pas une syntaxe invalide. C'est une application de fonction partielle, elle est tout à fait valide. Et si on étudie son type, on va se rendre compte que add de 1, c'est une expression qui va prendre un entier et vous renvoie un entier. Donc là, vous produisez une autre fonction avec moins d'arguments, mais qui est tout à fait valable. Et il s'avère que incrémente, en fait, c'est la fonction de add de 1 appliquée à n'importe quelle valeur. Ok? Vous suivez encore là? On peut le voir de la façon inverse, c'est que si vous partez à la définition de incrémente de A est équivalente à add 1 et A. Ok? Et vous pouvez, en fait, quelque part gommer les arguments surnuméraires sur votre droite s'ils ne sont pas utilisés. S'ils n'ont pas d'influence sur l'expression, s'ils n'ont aucune autre référence que être appliqué à la fin de l'expression définissant la fonction, vous pouvez gommer. Et en fait, c'est quelque chose qu'on était tenté de faire en maths à l'école, mais enfin, on n'a pas le droit de le faire. Vous ne pouvez pas simplifier par n des deux côtés, bah ici, vous pouvez le faire. Et donc en fait, si vous partez dans votre sens, incrémente, vous pouvez le définir comme étant add de 1, et vous obtenez une fonction de int vers int. Ok? Alors comme on est sur des fonctions, et que Haskell c'est un langage qui vit dans un univers assez universitaire, assez théorique, on va dire, assez naturellement, on va vouloir faire de la composition de fonctions. La composition de fonctions, c'est quelque chose que vous connaissez en tant que développeur de façon intuitive, et c'est quelque chose que vous connaissez en tant que personne qui ont eu leur baccalauréat, parce que vous avez vu ça en maths, au moins au lycée. Donc là, il n'y a pas de surprise. La composition de fonctions, c'est vous chaînez deux fonctions,
Vous appliquez un paramètre sur la première, le résultat de cette première évaluation est appliqué sur la deuxième fonction, et vous produisez un troisième résultat. Donc vous allez en fait chaîner deux fonctions de façon à produire une fonction plus complexe qui est la succession des deux étapes. Donc ça en informatique c'est fondamental parce que c'est la principale façon qu'on a de s'exprimer pour résoudre un problème. Vous allez considérer l'exercice que vous avez à résoudre, vous allez trouver une solution et soit parce que vous partez d'éléments plus simples ou soit parce que vous avez envie de refactorer votre code, vous allez le décomposer en éléments plus simples. Et ça ne se résume pas entièrement en composition de fonctions, mais souvent ça peut s'exprimer comme ça. Et c'est quelque chose de très important parce que ça permet en fait des simplifications dans les expressions et d'obtenir des expressions qui sont un peu plus généralistes, un peu moins spécifiques à des cas particuliers, qui sont moins dépendants de noms de variables que vous pourriez choisir mais sans forcément connaissance de cause, qui vont en fait vous donner envie de réutiliser du code et de le factoriser et d'exprimer des choses de façon un peu plus abstraite. Donc par exemple, ici, si vous considérez la fonction increment twice, qui va du coup incrémenter successivement sur un même élément, vous avez la syntaxe naturelle, c'est ça que vous connaissez en venant d'un langage tout à fait classique, c'est que vous allez appliquer la fonction deux fois. Donc là, vous avez besoin pour des questions de priorité de syntaxe de mettre des parenthèses. Mais les parenthèses ici ne sont pas les mêmes parenthèses que vous voyez sur un langage classique. Ce n'est pas les parenthèses de j'applique ma fonction. Ce sont les parenthèses de je groupe une expression, de la même façon qu'en maths, pour respecter la priorité entre plus et fois, vous allez grouper le plus avec parenthèses. Donc là, c'est vraiment une question de priorité d'opérateur et de résoudre des ambiguïtés éventuellement d'arbres syntaxiques dans le langage. Mais ce n'est pas la syntaxe d'application de fonction, encore une fois. Donc ici, incrément de n, ça va vous produire, si on l'applique à 2, qu'est-ce que ça va produire ça? Oui, évidemment, ça ne marche pas. Incrément de twice, ça va produire, je vous laisse faire le calcul. Hein. Ok, j'ai oublié de la définir, c'est pas grave. Incrément de twice, c'est de n, ça va vous produire, je fais n'importe quoi parce que je suis un live coding évidemment. Non, toujours pas. Voilà. N'hésitez pas à me corriger. Hein. Incrément de twice de 2, ça fait 4. Youpi. Succès. Donc en fait, vous pouvez en fait considérer incrément, appliquer un incrément comme étant une composition incrément dot incrément. Donc le dot ici, c'est l'opérateur rond en français des maths, c'est la composition, donc c'est la composition de fonction. Donc l'opérateur point, c'est pas de la syntaxe, hein, c'est une fonction qu'on peut définir nous-mêmes, qui s'implémente assez facilement et qui va vous permettre d'enchaîner deux fonctions. Et ici, sa définition, c'est quoi? C'est je prends une première fonction de b vers c, une deuxième fonction de a vers b, et appliqué à un a, j'obtiens un c. Mais on peut le voir différemment parce que je vous rappelle qu'on peut grouper par la droite les opérateurs, les paramètres d'une fonction dans une signature. Et si vous rajoutez des parenthèses ici, vous verrez que vous prenez un b vers c et un a vers b et vous obtenez un a vers c. Donc ça, c'est équivalent. Ça se voit encore une fois ici, si vous gommez encore une fois les paramètres sur une numéraire, vous faites de l'application partielle, vous obtenez une expression qui est purement de la composition de fonctions et qui est du coup indépendante des noms de paramètres. Donc c'est quelque chose qu'on va trouver assez souvent, qui vous permet de combiner des opérations assez classiques. Vous avez une bibliothèque standard qui est très riche sur les collections au sens large. C'est pas vu de la même façon dans la plupart des langages, donc ça peut être un peu perturbant. Mais elle est très riche. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ces fonctions-là pour obtenir des fonctions un peu plus spécifiques à ce qu'on veut faire nous, mais qui sont en fait assez basiques en implémentation. Donc je vous dis tout à l'heure que la signature de la fonction, que les fonctions sont pures en Haskell, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les paramètres que vous passez, les valeurs que vous passez en entrée d'une fonction déterminent le résultat. Donc si vous appliquez une fonction à A et B, et que A et B sont toujours les mêmes, le résultat sera toujours le même. Il y a garantie de résultat. Donc ça c'est quelque chose que vous connaissez en maths. Le problème c'est qu'en informatique c'est pas très utile on va dire. Parce que ça veut dire que tout est dépendant de l'entrée, donc vous n'avez pas d'effet sur le monde. Si vous avez une entrée qui est toujours la même, qui sont les arguments de votre fonction, comment vous faites pour faire un programme utile, comment vous faites pour lire un fichier, comment vous faites pour écrire dans une base de données, etc. etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce qu'on n'a clairement pas le temps, et ça serait mettre trop de gros mots qui pourraient vous faire peur, donc on ne va pas en parler. Mais le principe général pour résoudre ce problème, c'est d'en fait considérer que agir sur le monde, comme on le fait dans un langage assez classique, impératif, ce que vous voulez. Donc faire un effet de bord sur le monde, c'est comme
avoir en argument en plus, de façon implicite, le monde, et de le manipuler dans votre fonction. Donc si vous passez en plus l'environnement dans lequel vous avez besoin de faire votre fonction pour faire votre effet, et vous le modifiez et vous le reproduisez en sortie, vous aurez quelque part fait un effet sur votre espace, votre environnement, celui que vous voulez modifier par effet de bord. Donc il n'y a pas d'effet de bord, mais il y a une façon de passer ces effets de bord de là. Donc toute l'astuce, c'est de savoir comment on fait pour combiner tout ça, pour effectivement modifier l'environnement in fine. Ça serait faire du binding dans des monades. On ne va pas en parler, c'est pas l'objet. Je vous parlais de polymorphisme. Donc ici, vous avez un exemple de polymorphisme qu'on a, c'est paramétrique. Donc en fait, la map, c'est une fonction qui est définie indépendamment des paramètres, des types que vous avez en entrée. Elle est définie pour quels que soient les types A et B. Et elle n'a pas besoin du type A et du type B pour être implémentée. Vous avez une autre variante de polymorphisme disponible en Haskell qui est polymorphisme ad hoc. Donc c'est là où c'est l'inverse. La fonction est entièrement définie par le type et la fonction elle-même n'a pas de signature en dehors de l'implémentation concrète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple l'addition, c'est une opération qui est définie pour les entiers, qui est définie pour les doubles, qui est définie pour les complexes, qui est définie pour je ne sais quoi. Et vous serez capable de définir cette fonction plus sur un nouveau type à vous, et du coup de la définir dans votre type. Et donc votre fonction plus, elle aura toujours le même nom, ça va toujours s'appeler plus, mais elle sera polymorphique par rapport au type sur lequel elle est implémentée. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir, concrètement ça s'implémente, un petit gros mot, hein, ça s'implémente par une type class en Haskell. Et les type class, c'est plus ou moins des traits, des interfaces avec du code, enfin ça dépend un peu du langage. Il n'y a pas forcément de bonne correspondance dans les langages que vous pourriez connaître. Et comment on définit une type class? Donc par exemple num c'est une type class qui est implémentée sur entier, double, float, etc. etc. Et c'est quoi cette définition? La définition de type class, c'est un certain nombre de fonctions. Donc si vous voulez être un num, il faut que vous soyez capable de définir plus, moins, fois, negate, abs, le signe d'une fonction, et de convertir d'un integer à ce type-là. Donc voilà, donc là, ça c'est le contrat que vous allez implémenter si vous voulez implémenter num, et c'est quelque chose que vous pouvez faire a posteriori sur un type, même un type de l'ellipse standard. Donc vous pouvez rajouter du comportement sur du code de l'ellipse standard, sur des types classiques, sur des paires, sur des listes, ça c'est tout à fait possible. Il y a un aspect un petit peu surprenant au début et qui n'est pas forcément banal, c'est vous pouvez être polymorphique sur le type de retour de la fonction. Ça c'est sympa aussi. C'est là vous avez un exemple de fonction qui, dans la définition, le type en entrée est toujours le même, c'est integer, mais le type de sortie est dépendant de la fonction du type sur lequel c'est implémenté. Donc comme en Haskell, on appelle les fonctions comme ceci. Si je fais ça, j'ai pas précisé sur quel type j'allais fournir en sortie. Ok, surprenant. J'avoue que je suis surpris. Je pense que c'est le REPL qui me fait des blagues. Mais disons que normalement, il n'est pas capable de savoir sur quel type on va produire. Donc tout l'intérêt de Haskell, je ne vais pas préciser, mais c'est un langage qui est typé, très fortement typé, c'est que le compilateur est capable de raisonner sur les types. Et parce qu'il y a des signatures qui s'enchaînent de façon assez directe, il est capable de déduire, en fonction du contexte dans lequel il est appelé, l'expression est définie, de quel type elle a besoin en entrée, de quel type elle a besoin en sortie. Donc soit vous l'avez déjà mis explicitement par la signature de votre fonction et vous avez un contexte qui est clair, soit il va essayer de le déduire. Éventuellement, il peut être dans l'incertitude et il va vous le dire à la compilation et après vous êtes obligé d'expliciter. Donc par exemple, ici, on peut forcer le type en sortie de cette expression-là, et donc toute cette expression-là va produire un double. Du coup, il va aller chercher l'implémentation de fromInteger qui est définie sur la classe double. Ok ? Donc ça c'est sympa parce que ça vous permet d'écrire du code qui est avec des constructeurs aussi génériques. Et ça c'est assez fou en fait. C'est que par exemple mEmpty ici sur Monoid, c'est un constructeur quelque part. C'est quelque chose qui produit une valeur. Et il produit une valeur sans argument, il est indépendant de tout le contexte. Donc c'est une définition constante de la valeur et elle est du coup dépendante de l'endroit sur lequel vous appelez. Donc ça vous permet de produire d'écrire du code, d'écrire des algos qui vont par exemple nécessiter une valeur constante. Donc là ici c'est mEmpty de Monoid, c'est la valeur unité dans un demi-groupe. Donc en maths, si vous voulez faire une addition dans un groupe, vous voulez rester dans le groupe, vous avez besoin de valeur unité pour la définir quand il n'y a qu'un seul élément par exemple. Et donc ça vous permet de définir une somme sur une collection d'éléments. Si votre élément implémente Monoid, vous êtes capable. Monoid c'est quoi? Vous avez un plus, enfin un opérateur de multiplication en théorie en maths, mais vous avez souvent un plus, on va dire, et une valeur unitaire. Donc par rapport au plus, la valeur unitaire, ça sera 0.
Et donc si vous avez une liste de monoïdes, vous pouvez implémenter la somme en disant si mon type est un monoïde, alors je peux implémenter la somme pour tous les types, quelle que soit la valeur. Et après, à vous de fournir une implémentation monoïde qui va bien. Donc si vous après vous voulez faire une somme sur des types à vous un peu bizarres, vous pouvez le faire. Donc ça vous permet de produire des algos qui soient un peu plus génériques et dépendants de définitions des fois assez comment dire, exotiques. Bon, ça c'était pour les fonctions, donc ça c'est cool, hein. On va prendre un paramètre en sortie, en entrée, on va fournir une valeur en sortie, mais ça suffit pas à faire un programme. Donc vous avez besoin de data structure pour représenter votre univers, pour le modéliser. Donc avec le langage, vous avez des types de base qui sont les types numériques. Donc on en a vu quelques-uns, int, float, etc. Donc là-dessus pas de surprise, hein, c'est ce que vous connaissez, il n'y a pas de subtilité. Vous avez après le tableau, la liste, on va dire, donc c'est une const list, donc c'est écrit avec le crochet. Donc c'est une liste qui est définie récursivement. C'est une liste qui est définie par j'ai une première valeur suivie d'une autre liste. Donc c'est une structure de données très classique en programmation fonctionnelle. C'est une structure de données immutable, encore une fois, comme toutes les structures de données par défaut, parce que vos constructeurs sont des fonctions et elles sont pures, donc elles ne peuvent pas être mutables. Et la liste, c'est quelque chose qui est suffisamment souple pour faire la plupart du boulot. Si vous avez besoin de faire comme c'est une structure récursive, vous ne serez pas capable d'aller accéder de façon arbitraire à une position donnée de façon performante. Donc si vous avez des besoins plus spécifiques, ça ne va pas vous convenir. Mais pour la plupart des problèmes à résoudre, c'est une structure assez efficace. Comme c'est une structure qui est récursive, elle est assez utile pour les algos qui sont eux-mêmes récursifs. Je ne vais pas vous donner d'exemples, il va falloir me croire sur parole. Mais disons que sa syntaxe, l'usage qu'on en a et les patterns que les gens ont l'habitude d'utiliser autour de la liste en Haskell, ça permet de faire assez facilement un algo récursif. Vous avez aussi le tuple, donc la paire, si c'est un tuple de deux paramètres, donc ce sera une paire, un triplet, etc. Donc, le tuple, ça paraît anodin comme ça, c'est quelque chose qu'on peut voir comme étant, ouais, c'est pratique, ça permet de s'éviter une structure de données à la volée, enfin bon, c'est plutôt sympa. Mais en fait, c'est fondamental dans toute la théorie qui est en dessous, qui fait marcher Haskell et d'autres langages. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est pas l'idée, ça vous ferait, je vous dirais des bêtises et ça vous ferait plus peur qu'autre chose. Mais c'est un type très important. Et le tuple en Haskell, il peut aussi n'avoir qu'une seule valeur, voire zéro valeur. Donc vous pouvez avoir aussi un tuple vide, et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Le tuple, ça s'écrit comment? Ça s'écrit par vos arguments séparés par des virgules, et pour des questions de priorité des opérateurs, on met des parenthèses autour. Donc je vous donne un exemple. Si vous voulez construire un tuple d'un entier et d'une chaîne de caractères, vous allez le faire comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres langages qui est assez intuitif. Mais en fait, c'est un trick parce que c'est quoi ça? C'est en fait l'opérateur virgule appliqué à 1 et à defest. Donc vous allez me dire pourquoi je vous raconte ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement de faveur sur cet opérateur. Alors, il y en a un petit peu quand même pour des questions de performance d'implémentation, mais la virgule qui définit le tuple, c'est en fait quasiment une fonction comme les autres, un constructeur du type tuple de 2 arguments. Vous avez des variantes à trois arguments, avec un triplet, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un double. Et là, rebelote, c'est l'opérateur virgule, virgule, appliqué à 3 arguments. OK? Ce qui veut dire aussi qu'on peut l'appliquer partiellement. Ok, là je vous ai perdu. Donc là, évidemment, ça va pas marcher dans le REPL parce qu'il ne sait pas évaluer une fonction, il ne sait pas afficher une fonction. Mais si vous avez... à quoi ça peut servir tout ça? Ça peut vous servir en fait à définir partiellement une structure de données qui va attendre un résultat pour mettre cette valeur dedans. Donc ça vous permet en fait de construire partiellement une structure de données elle-même. Vous pouvez le faire aussi sur le constructeur. D'une manière plus générale, comment ça se définit une data structure en Haskell? Donc vous avez le keyword data. Donc la syntaxe, c'est vous mettez le nom de votre type, data, le nom de votre type, et de façon optionnelle, vous n'êtes pas obligé, vous allez après énumérer les constructeurs qui sont disponibles sur votre type de données. Et c'est tout. Là, vous avez un type de données qui est utilisable, qui est en fait
qui peut se voir comme une paire de attribut 1 et attribut 2. Donc un tuple à 2 arguments, c'est isomorphique à un tuple de 2 arguments. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire un algo sur un tuple de 2 arguments, vous êtes capable de faire un algo sur cette data structure. Vous avez la possibilité aussi d'avoir plusieurs constructeurs. Donc là-dessus, rien de bien fou. Et si vos constructeurs ne prennent pas d'arguments, comme ce sont des fonctions pures, ils sont constants. Donc là, vous avez construit un type énuméré. OK? On va dire que c'est bon. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer vos types de cette façon. Donc là, vous obtenez du coup un type constructeur qui est en fait une structure de données générique, template, appelez-la comme vous voulez dans d'autres langages. Et avec un constructeur qui peut, ou pas forcément d'ailleurs, dépendre du type en paramètres. Donc là, vous avez une structure de données qui va être par exemple un vecteur, si vous voulez faire une structure de données qui accède de façon arbitraire à une position donnée dans une liste, vous pouvez le voir comme ça. Donc là, ça c'est complètement c'est fake, hein, c'est pas implémenté nulle part. Mais vous pouvez voir la liste un peu comme ceci. Vous avez aussi, tiens, j'ai oublié un petit truc avant de parler de ça. Vous pouvez aussi mélanger des constructeurs dépendants du type et des constructeurs non dépendants du type. Donc vous pouvez dire j'ai un constructeur qui dépend de la valeur que je vais stocker et un autre qui est indépendant de la valeur que je vais stocker. Et il y a un type en Haskell qui est très courant, que vous connaissez sans doute dans d'autres langages. Il est tellement basique qu'il y a beaucoup de choses dessus. Donc le voici, c'est maybe, et maybe c'est l'option, c'est type optionnel. Donc ça dépend du langage, hein, ça va s'appeler option, optionnel, un peu partout. En Haskell, le type s'appelle maybe, et il est défini par deux constructeurs qui sont nothing, donc la valeur nulle, non définie, sans valeur, qui est indépendante du type en entrée, donc qui est toujours la même partout, presque, et la valeur qui contient quelque chose, donc une valeur vraiment disponible, donc qui va être définie en Haskell avec just. Donc si vous avez un maybe ça sert à quoi? Un maybe ça sert à, en fait, si vous n'êtes pas sûr du résultat, vous attendez à ce que ça peut ou pas marcher, que la fonction peut ou pas marcher, vous allez utiliser un maybe. Si vous attendez à ce que la valeur soit présente ou pas présente, vous allez utiliser un maybe. Et si vous parsez un fichier avec un champ optionnel, qui est peut-être absent, vous allez utiliser un maybe du champ effectivement présent. OK? Au passage ici, on voit que maybe implémente pas mal de type class dont j'ai pu vous parler tout à l'heure. Par exemple, il implémente monoïde, ce qui est assez rigolo. Donc vous avez un plus entre deux maybe. Vous avez un opérateur de concaténation. Et c'est quoi cet opérateur? C'est un opérateur qui, donc, sur monoïde, c'est défini par mappen, mais voyez ça comme un plus de façon générale. Donc mappen de deux valeurs, just et de deux just, par exemple, ça va faire quoi? Ça va planter, pourquoi? Amusant. Parce que j'ai pas monoïde. Parce que j'ai pas monoïde, très bien. Bon, bah, croyez-moi sur parole, donc ça va concaténer les deux just. Et ça veut dire quoi concaténer deux options? Bah, ça dépend du type sur lequel on fait la concaténation. En l'occurrence, c'est un just, enfin un maybe. Il y a deux cas de figure. Soit vous avez une valeur, soit vous n'avez pas de valeur. Donc si les deux paramètres en entrée de votre concaténation sont présents, vous allez pouvoir faire quelque chose. S'il y en a un des deux qui est nul, qui est nothing, bah, vous ne pouvez rien faire et vous allez produire un nothing. Donc la concaténation de maybe, ça va en fait s'effondrer quelque part si vous voulez passer un nothing dans votre liste. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet, par exemple, de chaîner des opérations. On peut voir ça comme ça. Si vous chaînez des opérations qui sont à chaque fois susceptibles de planter, s'il y en a une qui plante, le résultat final, il est pas complet. Donc vous ne pouvez pas considérer que vous avez un résultat. Donc vous pouvez voir ça de cette façon-là. Vous pouvez faire une somme sur des types optionnels et obtenir un résultat que si toutes les valeurs sont définies. OK ? Qu'est-ce qu'on disait? Ça y est, je suis perdu. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de map sur les listes. Donc map, c'est quelque chose dont on a, je pense maintenant, l'intuition, c'est quelque chose d'assez banal. Mais c'est en fait un concept qu'on peut généraliser à d'autres structures de données. C'est-à-dire que le mapping sur une liste, c'est quoi? Si vous allez appliquer une fonction sur chacun des éléments contenus dans la liste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que ça peut se manifester dans le monde réel, donc on peut en avoir l'intuition.
Et puis après aussi avec l'habitude, maintenant quand les gens voient map, les développeurs voient map, ils comprennent ce que ça veut dire. Mais en fait, le mapping, c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière plus générale sur un type. Si un type est dépendant d'un autre type, donc quelque part qui contient une valeur d'un autre type, vous pouvez implémenter un map sur cette structure de données. Et si vous faites ça, vous obtenez ce qu'on appelle un functor. Donc ça, c'est un des rares gros mots de la presse. Mais si je n'utilise pas le terme, ça c'est trop pénible. Donc vous obtenez un functor, c'est-à-dire une structure de données qui est capable de mapper son contenu. Donc un functor, c'est une structure de données qui est dépendante d'un type, donc qui est paramétrique sur un type nécessairement, donc ça va être un conteneur. Okay, et on peut voir le map d'une liste peut s'implémenter en appelant fmap, c'est possible aussi. Donc si on fait fmap de +1 sur une liste d'éléments, c'est exactement la même chose que faire le map qu'on a vu tout à l'heure. Okay, sauf que du coup, vous pouvez le faire sur d'autres types qui implémentent functor. Et des types qui implémentent functor, il y en a un petit paquet en fait. Donc ici, vous avez un exemple sur un just. Sur un maybe, donc un maybe d'entier, bah vous allez, si la valeur est définie, vous allez faire le +1 sur la valeur contenue dedans, et vous allez la garder dans la structure de données. Vous n'allez pas modifier la structure. Donc un functor, c'est une opération, c'est une transformation d'un type à un, mais qui reste dans le même type de données, en tout cas dans le même conteneur. Donc vous restez dans le même espace de représentation de votre donnée. Vous allez peut-être modifier le contenu, c'est tout à fait possible. On peut modifier le contenu. C'est quelque chose que vous avez l'habitude, si vous faites l'équivalent du toString en Haskell, c'est show. Ben, si vous faites ceci, vous obtenez non pas une liste d'entiers, mais une liste de strings. Donc vous pouvez modifier le contenu, mais pas la structure. Vous passez d'une liste à une liste, mais vous modifiez le contenu. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. La structure est conservée. Donc le fmap sur maybe, c'est défini aussi pour nothing. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est un nothing? Vous allez faire un +1 sur nothing? Non, en fait, vous ne savez pas parce qu'il n'y a pas de valeur définie dedans, donc ça va du coup produire un nothing. Donc c'est quelque chose qui, comme ça, peut paraître un peu gadget, mais si vous avez une fonction qui, par exemple, va aller faire une requête SQL pour faire compute le last index de je sais pas quoi, et que peut-être votre collection est vide, en fait. Si votre collection est vide, il n'y a pas d'index dedans, il n'y a pas de valeur, donc elle va vous renvoyer un nothing. Donc en fait, vous ne voulez pas commencer à dire et si if not null, alors je fais une opération différente. Vous allez généraliser cette gestion des erreurs en vous mettant dans le data type maybe. Okay, donc maybe est un functor, vous pouvez faire du mapping sur le functor maybe. Et du coup, vous pouvez appliquer une opération sur une structure de données qui sera peut-être nulle. Oui, bah évidemment, ça ne marche pas ça. Dernière petite chose sur le functor, c'est que vous avez en fait un alias pour fmap qui est chevron $chevron. Donc là ça pique un peu. Là on commence à entrer dans les signes cabalistiques, hein, donc tout à fait normal. Ça s'explique ça peut s'expliquer, on va dire, c'est un choix comme un autre, hein, mais ça s'explique par la façon suivante, c'est que l'opérateur $ en Haskell, c'est l'opérateur qui en fait l'application de fonction. C'est pas strictement utile, il va pas vous apporter grand chose, mais vous pouvez voir que c'est un opérateur défini par une fonction comme le dot qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'opérateur qui, sur une fonction A vers B, appliquée à A, produit un B. Donc vous voyez, il ne fait qu'évaluer la fonction en une valeur donnée. Ok? Et si vous considérez... Oula. Oui, super. Si vous considérez le type de fmap, donc de $chevron$, c'est quoi? C'est une fonction de A vers B appliquée à un functor de A et qui renvoie un functor de B. Donc c'est à peu près la même chose, mais dans le functor. Donc ça vous permet de faire monter quelque part dans l'abstraction qui est le functor, l'application de fonction. Okay, donc cette image de faire monter, c'est quelque chose d'assez classique et ça a donné des noms comme lifting d'opération, par exemple. On considère que plus c'est abstrait, plus c'est élevé pour des questions, je pense, assez théocratiques. Et du coup, bah, si vous appliquez une fonction dans une abstraction supérieure, vous la faites monter, vous la liftez. En fait. Okay. Voilà, donc le chevron de $chevron, c'est le fmap. D'accord? Donc quand on fait +1 chevron de $chevron là, de just 1, vous obtenez la même chose que fmap. Petite chose au passage, c'est que comme cet opérateur-là est peu prioritaire, il va vous éviter de mettre des parenthèses. Donc ça permet aussi d'avoir une syntaxe un peu plus légère. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous voyez du code qui est souvent écrit comme ça vous sautez à l'œil plus facilement.
Et ça va vous permettre, peut-être aussi en lisant le code source, d'un peu intuiter aussi ce qui se passe dans ce code-là. Donc c'est une façon aussi de donner un petit peu subtilement du sens à ce qui se passe. Et quand vous avez une expression comme celle-ci, vous avez deux choses en fait. Vous avez la chose très concrète qui est l'addition que vous faites sur un entier, et vous avez aussi le fait que vous êtes dans une abstraction. Donc vous avez deux concepts qui sont mêlés, qu'on va combiner pour obtenir une fonction un peu plus complexe. Okay, je vois que l'heure tourne. Donc on a vu maybe tout à l'heure, c'est un foncteur. Vous avez aussi IO. IO est un foncteur. IO c'est quoi? C'est même une monade, et toutes les monades sont des foncteurs. C'est une monade qui vous permet d'interagir avec le monde, donc pour entrer-sortie. Donc c'est un petit peu la monade qui permet de tout faire. Le main d'un programme Haskell, c'est un IO du tuple vide. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc en fait, si vous produisez un IO, vous êtes capable d'interagir avec le monde. Et par exemple, lire une ligne sur l'entrée standard, c'est getLine, et getLine, c'est un IO de string. Donc on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que IO de string, c'est quelque chose qui va produire un string dans le contexte d'un IO. Okay, et c'est ce que fait getLine. getLine, il va vous produire une chaîne de caractères dans un contexte d'entrée-sortie. D'accord? Et comme c'est un foncteur, entre autres choses, il vous permet de faire du mapping dessus. Donc vous êtes capable d'appliquer une fonction sur le code qui va lire l'entrée standard. Et donc du coup de transformer le résultat au passage, et par exemple au passage de faire la conversion de type, de faire du parsing. Et si vous faites ceci, vous allez appliquer read, je ne sais plus comment on dit, sur IO de string et vous produire du coup un IO de int. Ok? Donc c'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que vous allez pouvoir comme ça construire encore une fois par composition de fonctions des choses un peu plus complexes, de plus en plus complexes, et exprimer dans votre code des opérations qui sont pas forcément évidentes à exprimer dans d'autres langages. Donc ici vous avez quelque chose qui va vous prendre des fois plusieurs lignes dans d'autres langages. Et c'est quelque chose de très visuel, de très expressif, à condition évidemment qu'on connaisse la syntaxe, fatalement. Mais quand vous avez appris JavaScript, vous avez appris la syntaxe. La seule différence avec JavaScript, Java et compagnie, c'est que ça vient du C, et le C, tout le monde connaît un petit peu parce qu'on l'a vu à l'école. Mais sinon, vous allez quand même faire un effort d'apprentissage un jour. Donc si vous faites cet effort d'apprentissage, qui est en fait assez limité en Haskell, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe. Donc on va accélérer un petit peu, parce que sinon, ça n'a pas le temps d'aller au bout. Vous avez des choses qui sont un peu plus sympas, qui sont applicatives. Donc applicatif, c'est comme un foncteur, mais généralisé à des fonctions qui prennent plusieurs arguments. Donc ça vous permet de chaîner des fonctions de plusieurs arguments sur un contexte qui est comme un foncteur mais généralisé. Okay, donc si vous avez l'opérateur plus, c'est deux arguments d'entrée et un résultat en sortie. Okay, donc si vous l'appliquez à deux maybe, vous obtiendrez un troisième maybe. Et comment on fait? De façon syntaxique, on peut le faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une façon de faire. C'est quelque chose d'assez compact, qui est un pattern qu'on va retrouver souvent dans le parsing de chaînes de caractères. Et par exemple, ici, vous pouvez faire deux lectures d'entrée standard, donc vous allez lire deux lignes et les concaténer, et faire comme si vous avez lu deux lignes concaténées. C'est équivalent, c'est comme si vous disiez à votre machine, alors moi le getLine c'est cool, mais c'est pas ça que je veux, moi je veux lire deux lignes et produire la concaténation des deux. Donc ça, je peux pas l'évaluer dans le REPL, par contre, vous allez devoir me croire sur parole. Donc si vous faites le premier, ça va vous produire just 2, 3. Ah oui, une fois évidemment. Just 2, 3, merci. Et si vous l'appliquez, si vous avez un nothing dans le tab, vous obtiendrez un nothing. Donc ça vous permet en fait de gérer les erreurs, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Ici, maybe, c'est un cas d'erreur, vous avez d'autres monades. Parsec. Donc parsec, c'est une lib qui permet de faire du parsing de fichiers, et c'était la motivation du talk à la base. Donc parsec, c'est un parseur combinateur. C'est que il va vous fournir une façon de lire un stream de caractères, basiquement, un fichier, une entrée standard, une socket, ce que vous voulez. Et vous allez lui fournir en entrée un parseur. Un parseur, c'est notamment un foncteur, c'est aussi une applicative, c'est aussi une monade, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est important. Et vous allez le construire, votre parseur, en réutilisant des parseurs plus élémentaires. Donc avec parsec, vous avez des parseurs assez basiques, qui est par exemple de dire, je m'attends à lire un caractère donné. Je vais lire ce caractère-là. Et s'il n'y est pas, ça plante, par exemple. Ou toute une chaîne de caractères, et dire s'attendre à un espace, par exemple, c'est dire je m'attends au caractère espace. Ok? Donc c'est un parseur qui produit un caractère, par exemple, ici. Donc là, il n'y a rien de très compliqué, et il faut plus le voir en pratique qu'autre chose.
Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est capable de produire des parseurs de type plus complexe, notamment les vôtres. Donc tout l'exercice qu'on va faire quand on va écrire un parseur avec parsec, c'est de appeler des constructeurs sur des valeurs qu'on aura lues en appelant différents parseurs. Ce qui est l'objet du parsing en fait. Un exemple ici, vous avez parse piece, pièce d'échec en l'occurrence, qui consiste à dire je m'attends à un caractère parmi cette liste-là, et si je l'obtiens, j'applique par fmapping, qu'on a vu tout à l'heure, une fonction qui va le traduire dans votre type à vous. Et là, vous obtenez un parseur d'un type qui est un data type à vous, que vous avez défini tantôt, et qui n'est pas un caractère, qui est vraiment un type concret à vous. Donc ça, c'est une façon assez basique de décomposer l'exercice de lire un caractère sur un stream de caractères du je l'interprète cette valeur-là, indépendamment du fait qu'il y ait ou il n'y ait pas, il y ait plusieurs fois, éventuellement ça a planté, j'en sais rien. Ok ? Parsec est aussi capable de faire du look ahead et si ça plante, de revenir en arrière. Et c'est quelque chose de fondamental dans le parsing parce que vous avez des arbres de syntaxe. Vous avez un moment des variantes. Et votre variante est dépendante de ce que vous avez lu à un certain moment. Donc quand vous faites du parsing, vous allez lire un petit peu, et puis à un moment, vous allez vous rendre compte que ah ben non, c'est pas celui-là de parseur qu'il faut que j'utilise, ou c'est celui-là. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et comment ça va se faire ? Ça va se faire par... vous allez lui fournir plusieurs parseurs, et vous allez lui dire, à cet endroit-là du stream, je m'attends à... J'ai 3 options de parseurs possibles. J'ai ces 3 parseurs-là. Essaye, le premier que tu vas trouver qui match, ça sera le bon. Ok ? C'est trust me, know what I'm doing. Et s'il n'en trouve aucun, il va planter. Il va vous dire, bah, j'ai pas trouvé. Et on va passer dans le concret, enfin, même si j'ai pas beaucoup de temps. À la base, je voulais vous montrer comment on fait pour parser les fichiers de partie d'échecs. À la fin de la semaine débute le championnat du monde 2016. Je vais pas vous faire le rappel de comment ça marche. Donc les parties d'échecs, c'est quoi? C'est vous avez 32 pièces, les blancs contre les noirs, et chacun joue un coup. Ok? Tout le monde est ok là-dessus? Donc vous avez des pions, des tours, des fous, des rois, une dame, etc., etc. Et vous allez chacun jouer, et vous allez construire comme ça un journal d'événements. Donc une partie d'échecs, c'est une succession de coups qui vous amène à chaque fois à un état intermédiaire. Et en fait, l'informatique des échecs, c'est 2 fichiers. Ce premier fichier, c'est Portable Game Notation. C'est quelque chose qui vous transcrit toute la partie. Donc c'est l'équivalent aux feuilles de partie que les joueurs notent, qui sont signées à la fin par l'arbitre. Et là, vous avez un petit peu de contexte, d'annotation sur le match. Et vous avez la succession des coups dans un format qui est à peu près lisible pour un humain et à peu près lisible pour une machine. Donc c'est un compromis un petit peu entre les deux. Souvent c'est bâtard. Et quand on veut créer un parseur, c'est généralement pas très agréable parce que vous avez pour des questions si un humain doit pouvoir le lire, il faut que ce soit assez intuitif. Et malheureusement pour une machine, l'intuitivité c'est pas génial. Donc pour autant la syntaxe est explicite, il n'y a pas d'ambiguïté, mais elle peut être un petit peu délicate à implémenter. Et les parties d'échecs, bon, vous avez un historique de coups qui a été joué, mais souvent vous avez des gens qui vont étudier les parties, qui vont vous dire oui, mais à cet endroit-là, il a fait une bêtise, il fallait qu'il fasse plutôt ça. Et ils vont explorer des variantes, et donc en fait forquer l'événement, forquer l'historique, comme dans Git par exemple, ou ce que vous voulez, c'est une succession d'événements. Et ça va vous produire des fichiers qui sont un poil plus tricky. Donc là par exemple, au coup 19 des noirs, vous avez 2 variantes qui ont été étudiées, qui sont considérés comme meilleurs, je suppose, hein, a priori, et qui sont une autre succession de coups en bifurcation. Et ça, ça implique notamment, par exemple, d'avoir un parseur de réutiliser un parseur pour l'appeler récursivement, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait possible en parsec et qui n'est pas évident à faire quand vous avez un autre langage. Par contre, là, on n'a clairement pas le temps de le voir, celui-là. Donc on va plutôt s'occuper de l'autre partie, de l'autre format de fichier, qui est celui qui décrit une position donnée. Donc de la même façon que le PGN, c'est la succession d'événements, le FEN, c'est une photo de la partie à un moment donné, et c'est exhaustif sur tout ce qu'il faut savoir sur une partie d'échecs. Donc une partie d'échecs à un moment donné, c'est quoi? C'est évidemment la position des pièces sur le plateau, c'est ce qui est défini en premier. Donc la syntaxe, ils ont fait l'optimisation un petit peu early à la base, c'est-à-dire qu'ils les cases vides sont concaténées par le nombre de cases vides. Donc ça c'est sympa quand vous écrivez un parseur. Ça sert fondamentalement à rien parce qu'ils ont voulu gratter que 3 caractères. Donc là, maintenant en 2016, ça paraît un peu risible, mais bon, pour des raisons historiques. Donc ici par exemple, vous avez sur cette ligne-là, vous avez 3 cases vides, un pion, 4 cases vides. Ok? Et si vous avez une ligne avec que des pièces,
ou que des pions, vous n'aurez pas de case vide, donc vous aurez 8 caractères qui décrivent le type de pièce qui est sur la case. Ensuite, vous avez le joueur à qui est le tour, donc white or black, en ce caractère, donc ça c'est assez direct. Vous avez ensuite les possibilités de rock. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais quand vous jouez aux échecs, vous avez possibilité de rocker le roi avec la tour. Et il y a des conditions pour ça, notamment le fait de ne pas bouger les pièces, de ne pas avoir déjà bougé la pièce, même si on est revenu à la position initiale. Et donc ça, si on n'a pas l'historique de la partie, on ne peut pas savoir si les conditions qui éventuellement bloquent le rock sont présentes. Donc on va aussi noter ça, et c'est noté de la façon suivante. En majuscule, vous avez les pièces des blancs, en minuscule, les pièces des noirs. Un choix discutable. Je vous laisserai philosopher. King, K for King, évidemment, et Q for Queen. Donc là, vous avez par exemple la possibilité, vous avez les quatre rocks possibles, pour les deux possibles pour chacune des couleurs. Côté du roi, côté de la dame, pour les blancs, et pareil pour les noirs. Et si aucun n'a la possibilité, il y aura un tiret. Bon, soit. Après, vous avez des choses, pour entrer dans le détail, si vous connaissez les règles, ça vous parlera, si vous ne connaissez pas, tant pis. Pas très important, mais à noter que ce sont soit une position sur le plateau, soit un tiret, ici, et après ce sont des entiers, donc des choses très simples. Donc comment on parse ce flux-là? Si vous êtes dans un langage tout à fait classique, respectable par ailleurs, hein, je n'ai aucun problème avec les autres, vous allez soit découper votre fichier sur l'espace, et du coup décomposer ça sur chacun des éléments que je vais vous décrire, et appliquer après un parsing spécifique. Pour les derniers, c'est assez facile. Pour celui-là, c'est assez facile aussi. Il faut mapper sur le caractère et puis éventuellement s'attendre à ce qu'il y ait un tiret. Enfin, bon, c'est un peu d'aiguillage. Vous faites un if, vous faites un else, vous êtes content. Par contre, pour la position, ça devient un petit peu plus tricky parce qu'il faut commencer à dire, ok, je vois que j'ai 2. C'est pas une pièce, c'est un nombre de cases vides. Donc il faut que je remplace dans ma structure de données par des cases vides et que je concatène tout ça sur la ligne. C'est un poil plus délicat. L'encoding des pièces pour mémoire, c'est celui-là. Donc c'est sur la notation anglaise, évidemment. D'une langue à l'autre, ça peut varier beaucoup. Et prenons quelques exemples. Donc ici, vous avez 3 positions d'une partie successive, 3 positions successives d'une partie. Et vous voyez que la quantité d'informations varie beaucoup. Là, vous êtes en fin de partie, vous n'avez plus la possibilité de faire du rock. Vous avez beaucoup moins de pièces sur le tableau aussi, donc ça fait beaucoup de cases vides. Et du coup, la chaîne est plus courte. Comment vous pouvez représenter ça? Donc vous allez faire des data types. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de data. La couleur d'une pièce, ça va être soit blanc, soit noir. Donc vous pouvez le voir comme un type énuméré ici. Pareil pour les pièces. Je ne vous ai pas parlé du type. Type, c'est un synonyme de type. Donc vous allez dire, par exemple, vous pouvez dire que file, c'est la colonne en anglais des échecs, rank, c'est la rangée. Donc la position sur votre tableau, vous pouvez dire que c'est un caractère. Mais vous avez envie de le typer un peu plus, juste pour mémoire et pour compréhension par les humains, donc vous allez dire que en fait, c'est pas un caractère. Mais ça sera représenté de la même façon, donc il n'y a pas de surcoût. Et la position sur le tableau, c'est une paire de 2 positions, une colonne et une coordonnée, quoi. Voilà. Et pour les types un peu plus complexes, donc vous avez la définition de la position, c'est un tableau à double entrée, donc vous avez un tableau matrice à 2 dimensions. Et vous allez faire ça. Et après, tout l'exercice, ça va être d'écrire des parseurs plus simples et de les combiner. Donc là, si vous voulez parser la collection, c'est juste un caractère, vous allez produire le type en sortie. Et tout l'exercice, ça sera de les combiner. Donc là, malheureusement, le temps file. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que la syntaxe, si elle est un petit peu absconne au début, et pas anodine, et bien utilisée, et avec l'habitude, par exemple. Donc ça, c'est aussi une question de... Il faut savoir s'habituer en équipe, travailler en équipe aussi par rapport à ça. Il y a différentes façons d'écrire un même programme en Haskell, comme dans d'autres langages, sauf que ça peut piquer en Haskell, donc il faut se mettre d'accord sur la façon, le style qu'on applique. Mais si vous êtes habitué à un style, il va vous permettre d'exprimer assez efficacement des choses assez complexes. Ici, par exemple, un parseur un peu plus compliqué. De la même façon qu'on a fait un getInt sur l'entrée standard pour faire un parseInt, c'est la même chose. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout rentrer en détail, et ça serait, je pense, de toute façon, c'est plus l'heure. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a le temps? Il y a le temps pour les questions, du coup? 5 minutes?
Soit vous avez rien compris, soit vous avez tout compris. Soit vous êtes trop timide. Soit il n'y a pas assez de café, ce que je peux comprendre. Si vous n'avez pas de questions, j'en profiter pour finir, du coup, ça serait dommage. J'ai pas le droit? Si? Je te passe un... Ouais. Ouais. Donc j'ai fait aucune introduction sur pourquoi moi je suis intéressé par ce langage. Effectivement, c'est une partie de la réponse. Donc c'est un langage qui est fortement typé, qui est donc le compilateur est assez efficace. Et comme les structures de données sont exhaustives par construction, y a pas, vous avez des fonctions pures, donc vous êtes capable de les appeler sans vous soucier du contexte. Vous êtes capable de typiquement écrire des programmes sur des types assez compliqués, sur lesquels vous voulez avoir une garantie d'exécution, d'exhaustivité des chemins. Donc si vous avez un... C'est par exemple pour ça que sur le parsing c'est assez sympa, c'est que le compilateur va vous aider aussi à être exhaustif et à éviter les surprises des cas vous ne pourrez pas couvrir par test unitaire ou par test aléatoire. Vous avez aussi, donc je parlais de fonctions pures, les fonctions pures ça s'applique très bien en parallélisme. Donc si vous avez des fonctions du programme, des choses un petit peu compliquées à faire en parallèle, ça sera un bon cas de figure. Le compilateur et le code résultat est assez, le binaire résultant est assez efficace. On est sur du compilé natif assez efficacement optimisé. Donc ça peut faire des choses assez rapides. Après, il y a aussi des subtilités à connaître. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, pour être tout à fait honnête. J'ai pas parlé de l'aspect lazy du langage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un langage qui n'évalue pas les expressions tant qu'il n'a pas besoin du résultat. C'est quelque chose qui est sympa quand vous faites des algos récursifs, c'est très très sympa même. Ça vous permet de faire des choses au final plus efficaces peut-être, mais aussi qui peuvent exploser en temps mémoire ou en temps d'exécution si on n'a pas l'habitude. Donc il y a aussi un coût d'apprentissage par rapport à ça. Donc dans des programmes compliqués ou très ambitieux en quantité d'informations à traiter, ça peut être un peu tricky, mais ça s'y prête bien quand même. Je pense que ça s'y prête bien aussi. Et ça peut s'y prêter aussi pour du web, parce que finalement le web, c'est des choses qui sont pas très compliquées, mais sur lesquelles il y a plein de cas particuliers. Vous parsez des fichiers qui sont jamais très compliqués, mais quand même vous voulez être sûr de ce qui se passe. Et par la compilation, par des abstractions que vous avez déjà présentes ici, vous êtes capable de construire des choses un peu plus complexes, et ça se prête bien au web aussi. Et plein de cas de figure. C'est quelque chose qui est utilisé, c'est un langage qui n'est pas forcément utilisé directement, mais qui a donné naissance à des langages dans les interfaces graphiques, dans les GUI. Parce que les GUI, c'est répondre à des événements, et c'est souvent vu comme des flux d'événements avec des fonctions sans effet de bord, donc ça s'y prête bien. Donc vous avez Helm, qui est une variante, une syntaxe qui est très inspirée d'Haskell, PureScript qui produit du JavaScript, qui n'est pas lazy comme Haskell, mais qui est très proche en syntaxe. Donc si vous connaissez ce genre de langage, vous avez aussi accès à des technos qui sont peut-être plus pertinentes dans le monde d'entreprise. Et vous avez d'ailleurs une session sur Helm cet après-midi, donc je vous invite à aller la voir. Je ne suis pas l'auteur. J'ai pas évalué son contenu, mais c'est bon à connaître. Oui. Probablement, ouais. Je m'en excuse. Oui, j'ai pas parlé de ça, effectivement. Le parseur dont vous avez parlé là, c'est pas du pattern matching. Non, c'est pas du pattern matching. Donc, je répète la question. Donc, en ce cas-là, vous avez du pattern matching. C'est quelque chose qui est très appréciable. Quand on découvre ça, c'est difficile d'en revenir. En Haskell, c'est systématique et c'est très utilisé. Et par exemple, c'est utilisé dans cette fonction-là, je vous ai montré. Souvenez-vous du décode qu'on mappait sur l'entrée standard. Où est-ce qu'il était? Voilà, celle-ci. En fait, cette fonction de décode, elle fait du pattern matching. Alors là, elle le fait sur un caractère, donc c'est un petit peu artificiel comme exemple. Mais c'est quelque chose qui en fait, c'est généralisé à tous les types de données. Donc là, normalement, le temps file. Je ne peux pas montrer d'exemple, mais si tu veux, je peux montrer un exemple. Et tu peux le faire en creusant au fond de la structure de données, ça fait des choses assez folles. Ben, merci.